Bon matin à tous. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Le plan de la journée, jusqu'à 10 heures, parce que vous avez un cours avec Hugues à 10 heures. On va regarder l'examen ensemble. Ensuite de ça, on va finir le cours de la semaine précédente où on avait arrêté avant les microphones. On va commencer les algorithmes. Les algorithmes vont s'étirer probablement sur 3 cours. C'est pas ce qui est à peu près normal, je vous dirais. Par la suite, je suis en train de regarder avec Widex et avec Phonak pour avoir les conférences sur leur nouvelle plateforme. Fait qu'on va avoir ça d'ici la fin de la session. Donc, ça dure 2 heures. Je leur ai mentionné, je leur ai écrit, puis je leur ai demandé. Donc, c'est juste qu'on ajuste nos agendas pour que vous puissiez profiter de cette situation-là. Une chose que je veux vous dire en entrée de jeu, la semaine prochaine, le cours n'aura pas lieu lundi, mais le cours va avoir lieu mardi. C'est qu'à l'horaire, normalement, on a cégep secondaire, mais ça demeure dans l'horaire quand même. Ils vont faire ça de façon probablement virtuelle ou peu importe. Donc, comme c'était dans le calendrier scolaire, donc la semaine prochaine, on ne se voit pas lundi, on se voit mardi, 8 heures évidemment. Donc, mardi, c'est l'horaire du lundi. La semaine prochaine. Probablement que certains d'entre vous l'avaient déjà noté, d'autres peut-être pas, d'autres s'en rappelaient pas. Mais en tout cas, même moi, je pensais qu'en temps de pandémie, ça passerait free. Fait que c'est comme il a fallu que j'ajuste mon horaire au bureau parce que j'avais des rendez-vous lundi prochain. Là, j'ai rendez-vous avec vous autres. C'est bien correct. Pour l'examen, écoutez, ça s'est quand même relativement bien passé. La moyenne est quand même assez élevée. Je n'ai pas corrigé le français. Puis je vais on va passer à travers l'examen ensemble. Ça s'est quand même bien passé. La moyenne, comme je vous disais, est assez bonne. J'ai fini de corriger hier, puis là, je vous ai envoyé chacun votre copie. C'est beaucoup plus long qu'en temps normal où je vous remets votre copie en classe, puis on le regarde, là, tandis que là, il faut que je vous écrive tous individuellement. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, que j'ai envoyé l'examen d'un à l'autre. Je pense que j'ai envoyé le bon examen à la bonne personne. Là. Théoriquement, là, j'ai fait attention. J'imagine que si vous n'avez pas eu le bon examen, vous m'auriez écrit pour me dire j'ai reçu l'examen d'Amélie alors que Caroline t'a dû recevoir le tien. Genre, c'est pas. Ça a un peu d'importance. Donc, on va commencer par l'examen. Si vous avez des questions par rapport à l'examen, à la pause, on pourra regarder ça ensemble. Si jamais vous voulez débattre de points particuliers, écoutez, on prendra du temps, soit dans la journée d'aujourd'hui, à la fin de la journée, ou peu importe. Je ne débat pas de points personnels ou particuliers en classe, là, je le fais de façon individuelle. Ça se peut que vous ayez raison, ça se peut que j'aie tort. Je ne tiens pas absolument à avoir raison, ce n'est pas le but de l'exercice. Des fois, je me trompe, je suis un humain comme les autres. Fait que si vous m'apportez une bonne réponse et un argument qui a du sens, c'est sûr que je vais en tenir compte. Donc, on va regarder pour l'examen qui est. Bon. Ici. Donc, dans les vrais ou faux, pour la majorité des patients, le critère numéro 1 est la performance des appareils auditifs. J'aurais dû marquer prothèse auditive. C'est faux, c'est l'esthétique. Lors de l'appareillage des enfants, la mesure du RECD n'est pas nécessaire. Faux, c'est nécessaire, surtout chez les enfants. C'est quand même important. Le rendez-vous de sélection. La sélection est un rendez-vous crucial afin de créer le lien de confiance avec le patient. Absolument, c'est notre première rencontre. C'est là que le patient va nous jauger par rapport à si on a l'air compétent, si on a l'air honnête, oui ou non. Lors de la mesure du RECD, une fuite en basse fréquence nous indique un manque d'étanchéité ou la présence d'une perfo tympanique. Vrai. La longueur moyenne du conduit auditif externe est de 30 mm. Non, c'est 30 mm, c'est plutôt chez l'homme, on va avoir 30 à 31. Chez la femme, c'est plus court et chez l'enfant, évidemment, c'est plus court. La moyenne est plutôt autour de 25. Donnez-moi. Bon. Selon les principes complémentaires des formules prescriptives, la courbe de réponse dépend de la configuration audiométrique et du signal émis. Le spectre vocal, c'est vrai. Règle générale, afin de provoquer une réduction de gain significative entre 200 et 700 Hz, la taille de l'événement doit dépasser 1 mm. C'est vrai. Le WRECD fait son apparition autour de 2011 et le W signifie wideband. C'est vrai.
Ensuite, dans les règles d'asepsie, le lavage des mains se fait uniquement au début et à la fin de la journée. Non, il se fait entre chaque patient, au début, quand on commence avec un patient, avant de voir le patient, après qu'on ait vu le patient. On se lave les mains tout le temps à cette heure. On le faisait avant, mais là, c'est encore pire. Une coquille Power moulée ne permet pas au clinicien de changer l'écouteur au besoin, c'est vrai. On n'est pas capable de le changer. C'est fait tout, excusez le terme, c'est fait tout d'une venue. C'est pas comme un slim tip, par exemple, ou avec dôme où là, tu es capable de l'enlever. La coquille moulée, elle est vraiment fermée. Puis, une coquille Power, c'est vraiment fermé, puis on n'est pas capable de changer le haut-parleur. Nommer 4 modèles d'embout auriculaire, je pense que personne n'a eu mal sur cette question-là. C'était relativement simple. C'était juste pour voir si vous suiviez. Nommer un des 2 principes fondamentaux des formules prescriptives et expliquez-le. Bon, des structures électroacoustiques différentes sont nécessaires à des individus différents, ce qui veut dire que selon les besoins de chaque personne, la prothèse auditive va être différente. Quand on parle de prothèse, on parle de la puissance de l'écouteur, on va parler du microphone, on va parler du crochet, on va parler de filtre, on va parler de tube, on va parler d'embout, tout ce qui peut influencer la courbe de réponse, donc les caractéristiques des structures électroacoustiques. Et l'autre principe, c'était un maillon rationnel existe entre les caractéristiques audiologiques et électroacoustiques. Donc, évidemment, plus ta perte est importante, plus ta prothèse auditive va être faite en conséquence. Donc, c'est pas. Demain, vous m'avez mis du texte plus grand que ça, là, mais je vous donne le résumé en quelques mots. Pourquoi utilise-t-on des formules prescriptives basées sur les seuils d'audition et non sur les seuils de confort? Parce que les seuils de confort sont non fiables. C'était pour ça, c'est qu'ils sont trop. C'est pour ça qu'on a, au début, il y avait 2 groupes de méthodes prescriptives, celles basées sur les seuils d'audition et les seuils de confort. Et les seuils de confort sont trop variables par rapport à l'instruction de la personne qui fait l'examen. Nommer 3 formules prescriptives qui ne sont plus utilisées de nos jours. Certaines personnes ont eu de la difficulté à lire la question. Certains d'entre vous m'ont répondu DSL NAL-NL1, NAL-NL2, c'est qu'ils ne sont plus utilisés. Vous allez voir dans vos examens, soit que j'ai barré la réponse, soit que j'ai mis dans la question, j'ai surligné quelque chose qui est en lien avec le fait que vous n'aviez pas donné une bonne réponse. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver certaines modifications dans votre examen. Nommer 3 red flags, ça c'était relativement simple. 3 choix de réponse avec les choix de 3 choix de réponse. Section 3, choix de réponse. Cocher quelle formule prescriptive doit être favorisée en présence d'une perte sévère, c'est NAL, NL1 et DSL5. Lors de la sélection, 3 aspects principaux influenceront le niveau de technologie que vous proposez à votre patient. Donc, ses besoins, ses attentes et, dans le dernier cours, c'est son budget. Les bouchons de musiciens, cocher toutes les réponses possibles, 9, 15, 25, c'est ER9, ER15, ER25. Selon des études, certaines clientèles préfèrent une amplification plus généreuse, les porteurs expérimentés et les hommes. Les hommes, pourquoi? Parce qu'ils vont avoir tendance à avoir un conduit auditif plus grand, donc ils vont prendre une amplification plus grande. Celle-là était plus tough. Celle-là, c'est où il y a eu le plus d'erreurs. Pourquoi devriez-vous favoriser les dômes originaux de la compagnie X plutôt que ceux des autres compagnies lors d'un appareillage en RIP avec la compagnie X? Pourquoi? Par rapport à l'esthétique, le dôme va faire beaucoup mieux. Une meilleure rétention du dôme sur l'écouteur, oui. L'éventail de grandeur, certains manufacturiers ont plus de grandeur que d'autres. Il y en a que ça va du X small au X large. Il y en a d'autres, c'est plutôt small, medium, large. Et une meilleure performance sonore. Le dôme a toujours été chez les manufacturiers et d'autant plus maintenant, c'est encore plus important. Je dirais, il y a peut-être 5-6 ans, souvent plusieurs manufacturiers partageaient les mêmes types de dômes. Maintenant, chaque manufacturier va de sa petite touche personnelle. Donc, c'est évalué, c'est construit en conséquence. Donc, c'était vraiment les quatre réponses à donner. Nous avons un patient, une oreille normale droite et une oreille morte gauche. Quel type d'appareillage est recommandé? Évidemment, dans le cas d'une oreille normale d'un côté et d'une oreille morte de l'autre côté, c'est un système cross. Une personne se présente et sa prothèse siffle. Quelles sont les causes possibles? Bouchon de cérumen, mauvaise étanchéité dans l'oreille. Certaines personnes m'ont coché prothèse morte. Si la prothèse est morte, elle ne peut pas faire de son.
Il y a absence de son, donc on ne peut pas. Puis certaines personnes m'ont noté aussi évent trop petit, ce serait un évent trop grand. Trop petit, c'est pas possible que la prothèse siffle si l'évent est trop petit. Donc, comparer le WRECD mesuré aux données normatives, quelle serait votre interprétation de cette mesure? Le WRECD est un peu au-dessus de la normale, le CAE est donc plus petit, donc ça prend moins de gain dans la prothèse. Pour ceux qui n'ont pas eu les 4 points, c'est parce qu'ils ne m'ont pas mentionné qu'on aurait besoin de moins de gain dans la prothèse auditive. Mais le RECD est tout à fait normal. C'est un WRECD en passant, ce n'est pas un RECD. C'est pour ça qu'en basse fréquence, les deux lignes se croisent. Ce n'est pas la présence d'une fuite ou que ta mousse est passée étanche. Dans un WRECD, c'est un graphique qui est tout à fait normal. Si on avait le même type de graphique dans le cas d'un RECD, ça ne serait pas normal et effectivement, il y aurait une fuite. Mais on l'a en haut, dans le coin à gauche, c'est un WRECD. Dans la question placée, je parlais aussi d'un WRECD, donc c'est important. Est-ce que la sonde est bien positionnée? Oui, la sonde est à moins de 5 mm du tympan. Donc, elle est à plus de 4 mm après l'embout et à moins de 5 du tympan. Donc, c'est pour ça qu'on a la sonde, qui est la grande ligne noire. C'est pour ça que j'avais mis la mesure 6 mm. Donc, on est beaucoup plus loin après l'embout. Au total, entre le tympan et l'embout, il y a 10 mm. Donc, il s'agissait de faire le calcul. 10 mm moins 6 donnait 4. Donc, on est à moins de 5. On est correct. Donc, oui, la sonde, elle est bien placée. L'appareillage ouvert possède de nombreux avantages, nommés-en 3. Je pense raison médicale, laisser passer les basses fréquences, l'occlusion est moins présente. Il y en avait plusieurs. J'en ai mis que 3 là, mais plusieurs. Je ne pense pas que c'était une question qui était difficile. Ensuite de ça, quelle est la pertinence de demander le lieu de résidence à votre patient? De quelle façon cette information vous guidera-t-elle dans votre sélection? Bien, évidemment, ça nous permet de savoir si le patient est autonome ou en perte d'autonomie ou non autonome, donc s'il reste chez lui ou s'il reste dans une résidence. Après ça, bien, évidemment, s'il reste dans une résidence, est-ce qu'il va avoir de l'aide pour la mise en place et l'entretien de sa prothèse auditive? S'il reste dans une résidence, la qualité sonore de la salle à manger, ça va être plus bruyant alors que s'il reste chez lui. S'il reste chez lui, il est autonome, bien évidemment, ça dépend de la perte. Est-ce que ça va prendre des aides de suppléance à l'audition? Donc, quand même, c'est important de le savoir. On n'a pas besoin d'y poser énormément de questions, de savoir, bien, vous restez où, c'est quelle résidence, est-ce qu'il reste en résidence ou non. La perte d'autonomie ou pas, bien évidemment, ça va être on va le savoir. Souvent, la personne va venir accompagner, donc c'est comme ça qu'on va le savoir. Mais ça nous permet de quand même bien diriger et on n'appareillera pas de la même façon, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que notre choix va être différent. Est-ce qu'on aura besoin de programmes supplémentaires, d'algorithmes différents? C'est fort possible. Donc, l'amplification binaurale possède de nombreux avantages, nommés-en 3. Là, j'en ai mis 3, mais il y en a plusieurs autres. C'était pas vraiment un problème. Parmi les formules prescriptives suivantes, laquelle tend à fournir une amplification plus généreuse entre NL1 et NL2, c'est NL1? Quelles sont les conséquences d'un RECD mal exécuté? Fuite en basse ou sonde passée près du tympan? Certaines personnes ont simplement reformulé la question en faisant des phrases affirmatives. C'était pas, c'est que si on a un gain en basse fréquence et en haute fréquence qui est mal évalué au RECD, ce gain-là, puis les basses fréquences et les hautes fréquences vont être surcompensées par des méthodes prescriptives. Parce que si on rentre un RECD qui est erroné, donc on a une fuite en basse, donc le système va penser qu'on a un conduit auditif en basse fréquence beaucoup plus grand, donc va donner plus d'amplification. Et la même chose en haute fréquence, si la sonde est passée près du tympan, il va penser qu'on va avoir un conduit auditif beaucoup plus grand, donc donner beaucoup plus de gain, et en basse et en haute fréquence. Quelle est l'utilité des questionnaires de type COSI? C'est important de mentionner l'implication du patient, c'est qu'on implique le patient. C'est oui, on détermine ses priorités, oui, on le fait avant et après l'appareillage, mais c'est une implication du patient dans le processus d'appareillage. Donc, c'est pas, il fallait mentionner ça, il fallait mentionner qu'on priorisait ses besoins, on priorisait également, on est à mesure de tempérer ses attentes, puis qu'on le faisait avant et après l'appareillage, c'est bien évidemment. À quoi servent les évents? À beaucoup de choses. Réduire l'effet d'occlusion, diminuer l'amplification en basse fréquence, l'aération de l'oreille pour des raisons médicales. C'est un trou qui est placé de part en part, soit de l'embout ou de la coquille. Donc, il y en a qui ont donné la définition de l'évent.
c'est bien, mais je voulais savoir à quoi ça servait surtout. C'est important de lire les questions correctement. Dans le cas d'un appareillage pédiatrique, expliquez quelle serait votre solution auditive, modèle d'appareillage auditif, modèle d'appareil auditif, embout, matériaux et la méthode prescriptive. On utilise DSL5 pour enfants, contour standard avec un embout en matériel souple. Certaines personnes m'ont parlé de la régie d'assurance maladie. Ça veut dire que vous travaillez dans un bureau d'audioprothésiste, mais tel n'était pas le but de la question. Et si un parent décidait de payer lui-même les prothèses auditives, donc on ne faisait pas affaire avec la RAMQ, ça serait un contour standard quand même. C'est pas de la RAMQ. Oui, dans la majorité, dans la très vaste majorité des cas, c'est des cas RAMQ, mais je ne parlais pas, on n'est pas rendu là encore aux organismes payeurs. Donc, d'emblée, chez les enfants, il faut parler d'un contour standard, peu importe qui est l'agent payeur. Bon, à partir de l'historique de cas suivants, identifiez les éléments pertinents à votre sélection et mentionnez en quoi ils vont influencer votre choix. Donc, c'est une patiente qui a perdu son mari il y a à peu près 3 mois. Ses proches trouvent qu'elle n'est plus la même, commence à se soucier de la situation. Elle n'interagit plus avec les personnes, avec les autres, dans les cours de peinture, au restaurant le mardi quand il va, même à la salle de gym, toutes les activités qu'elle avait l'habitude de faire avec son époux. Ensuite de ça, elle est prête à faire les actions nécessaires afin d'améliorer sa santé, mais elle ne veut pas quitter la maison. Important. Elle voudrait prendre des cours de yoga, mais elle craint de ne pas comprendre l'institutrice avec la musique. Elle est en bonne santé en général, mais accepter quelques tremblements et raideurs en fin de journée. Qu'est-ce qui va influencer? Donc, elle n'interagit plus, donc c'est un appareillage de type standard. Elle n'entend pas bien au cours de peinture. Probablement que son mari, ce qu'il faisait, c'est lui qui était l'extraverti du couple, puis madame était plus introvertie, donc c'est lui qui prenait le lead, puis si elle n'avait pas bien compris, dans l'auto, en retournant à la maison, il racontait ce qui s'était passé. Puis ça se passait relativement bien. Là, elle est prête, donc elle n'est pas dans la phase de déni, machin, elle est prête à faire les actions nécessaires pour améliorer sa situation, mais elle veut rester à la maison, donc ça se peut qu'on ait besoin d'aide de suppléance à l'audition. Elle craint de ne pas comprendre l'institutrice de yoga avec la musique, donc ça va nous prendre une prothèse soit avec un microphone déporté, soit avec un programme où on va favoriser la réduction de bruit. Évidemment, ça nous dit que c'est une personne qui est assez active, donc ça nous prend une prothèse qui est relativement solide à l'intérieur de l'oreille. Elle est en bonne santé, mais quelques tremblements de terre, quelques tremblements et raideurs en fin de journée. Donc, oui, elle est en bonne santé, mais ça, il faut y faire attention parce que dans notre processus d'appareillage, il faut s'assurer d'avoir un modèle qui soit malléable pour la personne, qu'on ne prendra pas nécessairement une très petite prothèse parce qu'est-ce qu'elle va avoir de la difficulté à changer la pile? Est-ce que cette situation-là va avoir tendance à s'aggraver avec les années ou avec le temps? On ne sait pas. Et surtout, les raideurs et quelques tremblements en fin de journée, ce qui fait que quand va venir le temps d'enlever sa prothèse auditive, bien, il faudra s'assurer. C'est là que ça va devenir un enjeu plus important. Donc, il fallait vraiment noter, OK, là, on a besoin, c'est un appareillage relativement standard, sauf qu'elle a quand même plusieurs activités, donc plusieurs programmes. Elle est prête à faire les actions nécessaires, mais elle ne veut pas quitter la maison. Donc, probablement aide de suppléance à l'audition, il faudrait évaluer correctement ce besoin-là. Sa classe de yoga, donc, il faudra penser soit un programme ou style microphone déporté. Et ces tremblements, il faut juste comme mettre une attention particulière à ce niveau-là. Donc, voilà ce qui est pour l'examen. Je vous dirais que ce n'était pas un examen qui était très, comment je peux dire ça, super complexe en soi. C'était pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas corrigé le français. Il y avait certaines personnes qui avaient des erreurs, mais ce n'était quand même pas majeur. Là, mais je ne l'ai pas corrigé. Je vais être honnête avec vous autres. J'aurais eu quelques points qui se seraient perdus, mais je ne l'ai pas corrigé. Je vais le faire à partir du prochain examen. Vous voyez le type de questions que je demande. Le nombre de points ne reflète pas la quantité de réponses nécessaires. Oui, Caroline K. Vous n'aviez pas vu que j'avais levé la main tantôt, mais excuse-moi. La question pour l'enfant, est-ce qu'il faudrait absolument marquer DSL enfant? Non, DSL. Juste DSL. Okay, juste DSL, oui. Alors, quelqu'un m'avait marqué DSL version 3. J'ai barré version 3, mais je n'ai pas enlevé de points. C'était DSL, on est rendu à la version 5.
Ça prenait un contour, un embout en matériel souple. Plusieurs m'ont spécifié le modèle d'embout. Ils m'ont mis beaucoup coquille. Je n'ai pas mis de faute à coquille, mais ça dépend. Si on n'a pas une perte sévère, je vais prendre un embout invisible ou squelette, par exemple, on va avoir le même type de rétention. Mais évidemment, c'était l'embout souple. Quelqu'un qui m'aurait mis un RIC avec une coquille en acrylique chez un enfant, pas tout à fait ça. C'est que ça prend DSL. Donc, chez les enfants, puis c'est les lignes directrices qu'on place. Donc, comme je vous disais, ça ressemble au type d'examen dans lequel vous allez avoir à faire. Le nombre de points par question ne reflète pas le nombre d'éléments à donner en réponse. Évidemment, dans un historique de cas, oui, il va y avoir plusieurs éléments, mais par exemple, dans un choix de réponse, ça vaut 2 points. Vous pouvez avoir 4 éléments de réponse comme un seul à donner. Là, ça se peut. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Il ne faut pas se fier non plus au nombre de lignes qu'il y a dans l'espace réponse. C'est aléatoire. Là. Ça dépend. Des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 5, des fois, il y en a 3. Ça n'a pas d'importance. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que, surtout dans des examens de type à livre ouvert, ça ne vous empêche pas de faire une révision quand même pour l'examen. Ça vous évite, de chercher dans les notes. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes des adultes, là. Mais c'est un conseil que je peux vous donner depuis le temps. Ce n'est pas dans les examens que je fais de type livre ouvert, surtout que dans beaucoup de cas, là, on avait certains trucs qu'il fallait savoir, c'était quand même important. Mais si vous vous mettez à chercher dans des examens qui durent seulement 2 heures, c'est quand même, ça peut avoir une influence si vous vous mettez à chercher. C'est pas... Oui, Patrice? Est-ce que c'est tous les examens qui vont être à livre ouvert? C'est fort possible. C'est surtout une question de compréhension, parce que là, étant donné qu'on n'a pas des examens sans... En tout cas, moi, j'ai beaucoup de misère avec des examens de type standard dans le cas où je ne peux pas valider si vous n'avez pas vos notes devant vous, je ne peux pas valider si vous n'êtes pas en train de texter avec un de vos chums qui est dans la pièce à côté parce que vous vivez 2 dans le même appart ou des trucs comme ça. Je ne peux pas valider ça, fait que ça risque fort probablement d'être à livre ouvert parce que ça va être des questions de compréhension. Ça m'amène à faire des examens qui sont différents, mais ça risque d'être à livre ouvert, Patrice. C'est plus simple. Ce n'est pas des examens la difficulté des examens n'est pas plus grande parce que c'est à livre ouvert. Il ne faut pas penser ça. Faut juste, il faut que je refasse les examens, mais c'est une question que je vais mesurer quelque chose qui va être relativement semblable, c'est que je vais mesurer quelle est votre compréhension de la matière. Dans un examen standard, c'est que des gens qui sont très bons en par cœur, ils vont tout gober la matière, ils vont vomir ça sur l'examen, puis après l'examen, ils l'oublient. J'ai déjà été étudiant, je sais comment ça marche, même si ça fait longtemps. Donc, on ne mesure pas de la compréhension de la matière. C'est complètement différent. Les mises en situation, et surtout quand on arrive à l'examen final, dans beaucoup, je ne dirais pas que ce n'est que des mises en situation, mais c'est énormément de cas de mise en situation parce que dans la sélection, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder, qu'il faut voir. Donc, c'est quand même important à cette étape-ci. Puis, on va le voir de toute façon. Plus ça va aller, si on demeure mettons, comme aide auditive 4, théoriquement, c'est moi qui vous le donne à la prochaine session. Mais on risque de donner la théorie en virtuel, puis le labo en présentiel. Mais là, c'est moi qui vais vous donner probablement le cours de A à Z, là, autant en virtuel qu'en présentiel. Fait que, on risque de se voir le lundi matin pour le cours. Je vais le donner à partir de mon bureau, puis vous allez faire ça de votre appart, je ne sais pas quoi. Puis dans l'après-midi, on va voir le laboratoire, puis on va se voir au 502. Là. Fait que, puis je ne sais pas si les examens, là, on verra différemment, mais aide auditive 4 se prête aussi à des examens de type livre ouvert. Fait que c'est pas, puis comme je vous dis, c'est une question de compréhension. Là, on va commencer à avoir les algorithmes. Si vous n'êtes pas capable de m'expliquer ce que fait un algorithme de bruit de vent ou un algorithme de réducteur de bruit, on a un problème parce que le patient va vous poser la question. Donc, ça se prête bien à ce type d'examen-là. C'est pas à livre ouvert. Ça répond à ta question, Patrice? Good. Excellent. Donc, on va terminer le cours d'il y a 2 semaines. Puis ensuite de ça, on va... Une petite seconde. Celui-là, on va voir les microphones. Puis ensuite de ça, on va tomber aux algorithmes. Donc, les microphones. On avait commencé un petit peu, mais je ne vous ai carrément pas posé de questions à l'examen. Donc, il faudra penser que c'est au prochain examen qu'on risque d'avoir. Ah oui, en passant, le prochain examen, c'est la matière qu'on a vue à partir d'aujourd'hui.
jusqu'au prochain examen. L'examen final, c'est sur toute la session. Donc, je ne reviendrai pas en arrière sur l'examen 2, mais l'examen final, c'est toute la matière. Donc, juste pour vous guider un peu. Donc, oui, Amélie? Est-ce que la date du travail a été fixée pour Lucien? Oui, je ne vous l'ai pas dit. Oui, j'y reviens après la pause. Je pense que je l'ai mis au 2 novembre ou au 9 novembre. Je ne me souviens plus, là, me semble. Mais je l'ai changé. J'ai changé la boîte de réception, mais je vais vérifier à la pause, puis je vous reviens. Donc, les microphones. Donc, la plainte principale que les patients rapportent, c'est que la difficulté de la compréhension de la parole dans les environnements bruyants. Écoutez, ça va être, même maintenant, même si on a des prothèses qui sont plus performantes, c'est toujours la plainte que les patients ont. Donc, lorsque l'avènement des microphones directionnels augmente le rapport signal sur bruit et favorise l'intelligibilité de la parole. Les microphones, évidemment, on ne choisit pas un microphone directionnel. Ah, je vais choisir un microphone hypercardioïde, je vais choisir un microphone cardioïde. On va le voir, les diagrammes polaires tout à l'heure. On ne choisit pas ça. Les prothèses, maintenant, sont suffisamment évoluées qui fait que qu'il y ait un microphone ou qu'il y ait 2 microphones à l'intérieur de la prothèse auditive, les algorithmes sont suffisamment évolués, sont même très évolués, ce qui nous permet d'avoir plusieurs types de configurations avec les mêmes microphones. Ça va dépendre toujours de la qualité des algorithmes qui va nous permettre d'avoir des rapports signal sur bruit qui vont être plus performants et aller chercher la parole également avec la communication interorale, ce qu'on va voir. Donc, 2 microphones omnidirectionnels, un avant, un à l'arrière. La majorité des cas, c'est fait comme ça. Offre un effet de directionnalité. L'indice de directivité, qu'on appelle ID en décibels, donne la force de l'effet directionnel et de l'amélioration du rapport signal sur bruit. Là, c'est toujours l'appellation anglaise, SNR, qui veut dire Signal Noise Ratio. Ça pourrait être rapport signal sur bruit, ça sera RSB. Donc, voyez-vous, pour chaque fréquence, on visualise en 3D un diagramme polaire reflétant l'effet directionnel. Donc, l'azimut est toujours en avant, l'azimut 0 est toujours à l'avant. Évidemment, on a 90 d'un côté, 270, 180 à l'arrière. Donc, un microphone omnidirectionnel, on aurait une captation 360 degrés. Dans ce cas-là, on a un microphone qui serait hypercardioïde. Donc, on voit qu'il n'y a rien derrière, rien sur les côtés. Et c'est vraiment concentré vers l'avant. Évidemment, il faut comprendre, dans les diagrammes polaires qu'on va voir dans quelques instants, il faut comprendre que la prothèse n'est pas portée sur un patient. Parce que là, avec un patient, on va avoir l'effet d'écran de la tête, l'effet d'écran du corps. Donc ça va avoir une influence sur les microphones. Donc, les changements automatiques qui sont possibles à l'intérieur de la prothèse auditive, donc c'est le temps de retard de phase ou de déphasage. Donc, c'est le temps que les microphones avant et arrière captent le son. Donc, ça va amener ce déphasage-là. Puis évidemment, la distance entre les 2 microphones sur la prothèse auditive. Sur les prothèses de type contour ou les petites prothèses de type RIP, ce n'est pas un problème, c'est étudié. Le problème qu'on va avoir, c'est sur les prothèses de style intracanal ou demi-côte, lorsqu'il y a présence de 2 microphones. Des fois, on va avoir tendance à avoir des prothèses plus grosses qu'on pense parce que on n'a pas la distance nécessaire. La distance optimale, normalement, c'est 5 mm entre les deux, mais on voit 12 mm et on voit l'écartement 25 mm. Voyez-vous, c'est 2 microphones, puis c'est le même son et on est supposé avoir un schéma hypercardioïde, puis on voit, là, 5 mm, on a vraiment un effet, puis à 25 mm, on a quasiment des microphones omnidirectionnels. Il n'y a presque pas d'effet. Donc, l'écartement entre les microphones, la distance entre les 2 micros, son, il ne peut rien, ce n'est pas nous autres qui le calculent, c'est vraiment le manufacturier qui le fait. Donc, un microphone, dans les microphones omnidirectionnels, le microphone directionnel, c'est le titre de la diapo. Le microphone omnidirectionnel, l'indice de directivité, c'est 0. Tout arrive dedans à 360 degrés, il n'y a pas de directivité. Évidemment, dans le cas d'un microphone omnidirectionnel qu'on placerait sur la tête d'un patient, bien là, oui, on aurait une certaine forme de directionnalité parce qu'on a l'effet d'écran du corps, mais là, on ne l'a pas.
Ensuite, on a le microphone cardioïde qu'on peut voir. C'est pourquoi cardioïde? Parce que c'est la forme d'un cœur, à peu près. Donc, on voit qu'il n'y a carrément rien dans derrière et sur les côtés. C'est vraiment vers l'avant. Oui, Patrice? Oui, je m'excuse. J'ai une question concernant la slide numéro 35. Qui est celle-là? Qui est par rapport à la distance entre les deux micros. Oui, je n'ai pas les numéros sur mes diapos, c'est pour ça. OK. Pour quelle raison qu'on voudrait avoir un microphone directionnel à 25 mm, donc pour non, arrière? Oui, en fin de compte, c'est juste, en fin de compte, on n'aura jamais des microphones à 25 mm ou à 12. Ils vont toujours être à 5. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que dans les recherches qui avaient été faites, c'est pour montrer l'effet d'espacement entre les microphones. C'est l'effet. C'est ça, exact. C'est juste l'effet. C'est que normalement, de façon optimale, c'est 5 à 8 mm maximum. Là. Tu sais, on va le voir sur les contours et les rics, par exemple. Mais sur les intras, ça prend vraiment 5 mm, sinon on perd beaucoup, beaucoup d'effets. Oui, Amélie? OK, ta main était levée. C'était pour ça. C'est bien correct. Ça va. On vient de le voir. Donc, le microphone cardioïde, donc à 4,8 décibels d'indice de directivité. Ça veut dire que ton signal est à 0 et ton bruit arrive à 0. Donc, avec ce type de microphone-là, on aura le signal qui est de 4,8 décibels plus performant. On a le super cardioïde, on peut voir là, qui est légèrement différent. Il y a une petite boule vers l'arrière, 5,7. On a l'hypercardioïde, 6. C'est 0,3 décibels. C'est pas énorme. C'est qu'il y a un peu moins de bruit il y a un peu moins de captation sur les côtés. Ce qui fait la différence entre un hypercardioïde et un supercardioïde. En fin de compte, je vous les montre, c'est pas, puis là, on va voir les deux autres types de microphones. C'est pas tant de s'en rappeler, c'est que ça existe à l'intérieur des prothèses et vous n'avez pas à choisir. On ne choisit pas, on ne commande pas une prothèse avec un microphone supercardioïde ou hypercardioïde ou cardioïde. C'est maintenant, comme je vous disais, c'est que les algorithmes à l'intérieur de la prothèse vont choisir le type de diagramme polaire adapté selon la situation sonore dans laquelle le patient se trouve. Et au surplus, maintenant, on est capable d'aller chercher avec les prothèses du son qui vient de côté. Parce que ça, il faut comprendre que les microphones sont faits pour une situation idéale où le signal sonore est devant et le bruit est derrière. On sait parfaitement bien que ce type de situation-là n'est pas optimal tout le temps parce qu'il va y avoir du bruit sur le côté. La personne qui va nous parler va être sur le côté. Maintenant, les prothèses auditives vont être capables d'aller chercher ce qui se passe sur le côté d'une façon beaucoup plus performante. Donc, le schéma cardioïde ou hypercardioïde ou supercardioïde va être à mesure de changer selon où est situé le signal sonore et où est situé le bruit. Et on peut même aller chercher le son qui est situé derrière. On va penser, par exemple, à un chauffeur de taxi, par exemple. Bon, là, maintenant, avec les plexiglas, c'est moins évident. Il y a des plexis partout maintenant, même dans les voitures de taxi. C'est pas, mais tu sais, un chauffeur de taxi qui porterait des prothèses auditives alors que le client s'assoit toujours derrière. Vous savez que théoriquement, si on prend un Uber, on s'assoit à côté du chauffeur et non derrière. C'est une des règles de Uber pour ceux qui. Je sais qu'on a tendance à s'asseoir derrière, mais théoriquement, Uber, on s'assoit à côté de lui. Donc, ce n'est pas pour revenir à mon chauffeur de taxi. Donc, on va être capable d'aller chercher ce qui se passe derrière. Donc, c'est bon, on va devenir beaucoup plus efficace à ce moment-là. Oui, Amélie? Il n'y a pas quelque chose que, mettons, il te faut 2 microphones Omni pour aller chercher la directionnalité, tu sais qu'il t'en faut un de chaque côté pour... Non, ça, c'est le beamforming, c'est pas la même chose. C'est pas ça, c'est la communication interorale, on va le voir tout à l'heure. On pourrait avoir 2 microphones. Oui, effectivement, on va aller chercher une certaine forme de directionnalité si on a 2 prothèses auditives avec un seul microphone Omni, style des CIC, par exemple, ou des intracanales. Mais normalement, tous les prothèses auditives sont fabriquées avec 2 microphones. On aurait un effet de directionnalité si une personne ne porte qu'une seule prothèse, où on va quand même demeurer de la difficulté parce que là, on n'aura pas ce qui vient de l'autre côté. Mais c'est ce qu'on appelle le beamforming, c'est-à-dire le partage d'informations, la communication interorale. Donc, le partage d'informations entre les 2 prothèses qui va permettre d'avoir une meilleure efficacité en milieu bruyant. Exemple,
je conduis la voiture, j'ai du bruit qui vient de la fenêtre parce que je n'ai pas une voiture super dispendieuse qui est hyper insonorisée. Donc, dans toutes les voitures, on a la prothèse de gauche qui est sur le côté de la fenêtre et la personne qui est assise avec moi, c'est la prothèse de droite. Donc, le fait que les prothèses communiquent ensemble, ça va diminuer ce qui vient de la fenêtre, le bruit, pour concentrer ce qui vient à droite. Donc, ça a c'est cette influence-là. On va le voir ça un peu plus tard, c'est dans les algorithmes. Oui, Patrice? Oui, petite question sur l'indice de directivité. Oui. Lorsqu'on voit que pour cardioïde, supercardioïde, 4,8 dB, oui. C'est que ça l'améliore la prothèse, ça donne comme un gain supérieur de 4,8. C'est ça, le signal, la parole, prenons la parole va être améliorée de 4,8 décibels. OK. Merci. Bienvenue. Ensuite de ça, on a les microphones de type canon, shotgun. Ce sont les microphones qu'on va retrouver beaucoup sur scène, par exemple. C'est ce type de microphone-là qui va être utilisé. Et on a les bidirectionnels en 8 ou 10 pôles, qui va avoir ces 4,8 également. Dans le shotgun, étant donné que c'est avant-arrière, il y en a un petit peu sur les côtés, l'amélioration n'est pas très grande. Mais ça existe. Mais on ne voit pas ça dans les prothèses. C'est plutôt les microphones de type de scène qu'on va plutôt retrouver ce type de schéma-là. Donc, les microphones directionnels favorisent l'intelligibilité de la parole si, évidemment, dans les cas, si le malentendant fait face à son interlocuteur, l'azimut 0, et la source de bruit dérangeante est en arrière, l'azimut 180. Et ça, c'est super important. Mettez-le, soulignez-le, mettez-le en jaune, mettez-le en lettre de feu, mettez-le, peu importe. C'est que c'est super important parce que ça, c'est la base du counseling avec les patients. Ce que je veux dire par là, c'est que le patient qui va venir vous voir et qui va se plaindre de difficultés de la compréhension de la parole en milieu bruyant, vous allez toujours lui poser la question suivante. Il va vous dire, par exemple, et souvent, il va vous le dire, « Ah, quand je suis à la salle à manger, à la résidence, j'ai de la misère à comprendre les gens. » Vous allez poser la question, « Je comprends. Vous êtes assis où dans la salle à manger? » La personne est assise au milieu de la salle à manger. On a beau avoir des microphones directionnels, il y a du bruit qui vient en avant, des côtés, en arrière, qui vient de 360 degrés. C'est que ça va orienter le fait de dire à la personne, essayez toujours de placer le bruit derrière vous et la personne qui vous parle devant vous. L'exemple le plus classique, c'est au restaurant. Au restaurant, on va toujours demander à la personne de se placer face à un mur et pas dos à un mur. Pourquoi face à un mur? C'est que face à un mur, bon, évidemment, il y a une table entre nous, là, je n'ai pas la face collée dans le mur, on comprend. C'est que mon interlocuteur, lui, il est en face de moi et lui, il est dos au mur. Donc, il n'y a pas de bruit qui vient du mur. Bon, oui, s'il y a une fenêtre, c'est réfléchissant, c'est réverbérant, je comprends. Mais de façon idéale, la personne est placée devant un mur, donc cette personne-là va nous parler, mais il n'y a pas de bruit qui vient du mur. Tout le bruit de la salle à manger vient de où? Vient de derrière moi. Donc, la prothèse, elle est configurée pour que ça soit plus efficace comme ça. Par contre, on dit toujours aux patients, bien, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez bien comprendre. Par contre, vous n'entendrez pas le serveur ou la serveuse arriver. Donc, demandez à la personne avec qui vous allez au restaurant de vous avertir quand il arrive, s'il amène les soupes du menu du jour pour éviter de les renverser. C'est comme pratique. Mais ça vous donne un exemple. J'illustre la situation. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, mais c'est de cette façon-là. Il ne faut pas que la personne se place dos au mur. Il faut qu'on se place toujours dos à l'environnement bruyant. Donc, il faut faire prendre conscience aux patients de cette situation-là. Donc, on a une augmentation du rapport signal sur bruit de 3 à 5 décibels. Ça augmente l'intelligibilité de la parole dans le bruit de 20 à 25 %. Donc, on a les microphones directionnels vont nous amener plus l'indice de directivité. En fait, on comprend qu'un microphone omnidirectionnel à 0, on n'aura pas ce gain-là de l'intelligibilité parce qu'une augmentation de 3 à 5 décibels, c'est 20-25 %. C'est 20-25, là, c'est 1/5 à 1/4 d'augmentation, c'est énorme. Donc, nos microphones directionnels avec un positionnement efficace, on va y gagner beaucoup. Là. Donc, évidemment, les avantages. La compréhension de la parole est améliorée si la parole est en avant, le bruit est derrière. La parole est plus claire, la qualité sonore est augmentée et le bruit est beaucoup moins dérangeant. Évidemment, les inconvénients, c'est la provenance du bruit de la parole. Donc, si le bruit vient de... Je vais vous donner un exemple.
Ça fait longtemps que ça n'existe plus, là, les cocktails, là. Les endroits où on rencontre du monde, là, puis qu'on se tient debout, on fait des 5 à 7, c'est moins fréquent, je vous dirais, depuis un bout. C'est pas, si on est à un 5 à 7, qu'il y a du bruit tout le tour, bien évidemment, le bruit va avoir une importance. Donc, d'où provient le bruit? La réverbération, la distance, et ça, les patients, mon mari est à l'autre bout de la maison, je ne l'entends pas. Ouais, mais ma blonde est dans la cuisine, je suis dans le bureau, je ne l'entends pas, puis j'ai une audition normale. Ça ne couvre pas la distance. Évidemment, ça va dépendre du modèle de prothèse auditive, moins maintenant, mais ça peut avoir une influence. Nos algorithmes ont quand même énormément de performance. Quand je parle de modèle, si on a un RITA, évidemment, les basses fréquences passent normalement. Si on est dans un environnement bruyant, on va avoir un effet de masquage sur les hautes qui va être important. Les vents, même principe. L'espacement des microphones, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, donc c'est quand même important, surtout dans les prothèses de type intra. L'effet d'écran de la tête et du corps, évidemment. L'orientation des microphones, et ça, l'orientation, on n'y peut pas grand-chose, à moins qu'on ait vraiment un manufacturier qui soit médiocre et extrêmement mauvais, qui, au lieu de nous placer les microphones sur un intra comme ça, va nous les placer à angle, j'exagère, mais au lieu de les placer droit, va les placer un peu à angle. On n'aura pas une bonne performance. Quand on parle de l'orientation des microphones sur les prothèses de type contour ou les prothèses de type RIT, ça peut être une problématique, on va le voir. Ce n'est pas l'angle des microphones. Il faut que ça soit le plus droit possible, mais dans certains cas, ce n'est pas possible. La symétrie omnidirectionnelle, directionnelle. Ce qu'on veut expliquer par là, c'est quelqu'un qui aurait des boutons pour changer les programmes. Et on aurait un programme de type omnidirectionnel dans une prothèse et des programmes pour situation bruyante, et la personne change les programmes, mais les deux programmes ne sont pas les mêmes. Maintenant, de moins en moins, on retrouve ça parce que la communication interorale entre les prothèses va éviter ce type de situation-là. Et lorsqu'on va avoir créé un programme particulier dans une prothèse, ça va être vraiment de façon où que le patient va être capable de les gérer, ces situations de microphone-là ou de situations bruyantes ou de situations particulières différentes. Donc, ces programmes manuels, normalement, les programmes automatiques vont prévenir ce type de situation-là, mais ça demeure quand même quelque chose qui est important. Évidemment, la surdité, si on a une surdité sévère, profonde, j'ai beau avoir les meilleurs microphones directionnels, il perçoit toujours mieux les basses fréquences que les hautes fréquences, donc on va avoir ce type on pourrait avoir ce type de problème-là. Évidemment, les enfants préscolaires ou scolaires, surtout les préscolaires où on ne met pas de microphone directionnel avant l'âge de 5 ans. Donc, c'est sûr qu'on pourrait avoir une problématique là. Les patients âgés, évidemment, ceux qui ont des déficits cognitifs importants, on n'y voit pas beaucoup d'avantages entre le bruit et la parole, donc on va utiliser plutôt des stratégies de communication qui vont être plus efficaces. Oui, Caroline, avec un cas? En fait, moi, c'était au niveau de la symétrie omnidirectionnelle. C'est vraiment au niveau de quand on change nos modes. Oui, exact. Par exemple, on aurait un mode omnidirectionnel d'un côté et directionnel de l'autre. Mais ça en mode manuel et non en mode automatique parce que la prothèse va changer tout seul. Mais par exemple, tu aurais un programme omnidirectionnel parce que tu joues au golf et tu vas avoir baissé les hautes fréquences pour que le vent ait moins d'emprise, par exemple. Sauf que là, je ne sais pas, une journée, tu es tout mélangé, tu es en mode omni d'un côté, tu es en mode golf d'un côté, puis tu es en mode automatique de l'autre, exemple. Ben là, ça va. Ils sont pas. C'est ça, exact. Fait que là, les deux sont en mode différent. Fait qu'on on va perdre au niveau des microphones directionnels, on va perdre beaucoup d'efficacité. OK. C'est bon. Évidemment, le vent. Le vent, c'est malheureusement, il vient à 360 degrés. Si vous êtes à la Pocatière, on fait rien que sortir du cégep. On sort du 500 dans le stationnement, ils vendent, ça n'a pas de bon sens. On va en avant, ils vendent partout. À la POC, on est sur le bord du fleuve. Pour les gens qui demeurent dans des régions sur le bord du fleuve, ici à Québec, c'est la même chose. Le fleuve est proche. 1, c'est humide. 2, c'est très venteux. L'hiver, c'est horrible. Mais c'est pas. C'est vrai, à la POC, il neige un peu, tu as l'impression que c'est la tempête du siècle, mais tu fais rien que sortir de. Tu quittes le fleuve et il ne neige pas tant, finalement. Mais le vent, c'est un problème. Le bruit est un problème important pour nos patients.
le vent en étant important aussi. Surtout pour ceux qui pratiquent beaucoup d'activités extérieures, qui courent, qui jouent au golf, qui font du bateau, qui prennent des marches sur le bord du fleuve. Peu importe le vent, même si on a des algorithmes de vent qui sont très performants, des fois, il faut créer des programmes particuliers avec des modifications particulières dans ces programmes-là parce qu'on n'est pas méga efficace, même avec un algorithme de vent très puissant. Oui, Patrice? Mais on aurait le même problème avec un microphone omnidirectionnel. Oui, absolument, par rapport au vent, oui, tout à fait. En fin de compte, c'est que le vent vient réduire l'effet du microphone directionnel, vient en réduire la portée ou l'effet. Parce que le vent ne vient pas juste d'en arrière. Un inconvénient propre au microphone directionnel. Non, mais c'en est un. Non, effectivement, c'est commun aux prothèses auditives, peu importe le mode directionnel qu'on va utiliser. Mais il faut comprendre que c'en est un directionnel parce qu'il ne faut pas penser qu'on va régler le problème nécessairement avec des microphones directionnels par rapport au vent, parce que le vent peut venir d'avant, de côté. S'il vient de l'arrière, c'est pas mal, mais s'il vient des... Si vous n'avez jamais remarqué, vous prenez une marche, vous avez le vent d'en face, quand vous revenez, vous avez toujours le vent d'en face. On ne l'a jamais dans le dos. On l'a jamais... Oups, excusez. Donc, l'effet d'onde de la tête, l'effet d'écran du corps et de la tête, on voit que le microphone de la référence dans l'image qui est à gauche en rouge, puis lorsqu'on le place avec l'effet d'onde qui est le graphique en bleu, on voit qu'il y a vraiment une différence. On a une certaine forme de directionnalité. Puis voyez-vous, on le voit dans l'autre graphique, la prothèse tout seul, puis lorsque la prothèse, elle est portée sur, on voit là, la différence entre, ça avait été une mesure qui avait été faite à différentes fréquences pour un microphone cardioïde, et lorsque la prothèse est tout seul sur un petit bâton en plein milieu de la chambre anéchoïque, et lorsqu'on la met sur Kemar, par exemple, voyez-vous, là, on a quand même une différence. Donc, vous imaginez, lorsqu'on a les prothèses de chaque côté, on a une certaine forme de directionnalité. On a une emprise, la prothèse de gauche, un peu plus d'emprise sur la gauche. Je sais que c'est ma main droite. Et la prothèse de droite a plus d'emprise du côté droit. C'est pour ça que les prothèses doivent se parler pour essayer de recréer cet effet idéal-là là, sur un microphone hypercardioïde. Donc, quand je vous parlais de l'horizontalité des microphones, c'est que l'inclinaison des microphones, c'est le maximum d'efficacité est obtenu avec des microphones alignés à l'horizontale. Mais étant donné que le contour doit suivre la courbure du pavillon, c'est irréalisable. Puis on voit la petite figure qui est ici. Je veux dire, c'est, voyez-vous, sur un contour, puis là, ça, c'est une vieille image, là, c'était la prothèse de, je pense que c'était une Delta. Oui, elle était faite en triangle carrément. Ou c'était les premières Moxie de chez Unitron qui étaient faites carrément en triangle, là, vraiment. Donc, on a quand même une angle de pratiquement 27 degrés. Donc, on perd, si on regarde le graphique, on perd quand même en haute fréquence, là, pratiquement plus d'1 décibel. Là, c'est pas, on perd pratiquement 1 décibel sur la directivité. Là. Donc, c'est quand même important. Sauf que, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix. Hein? C'est fait comme ça. L'oreille n'est pas faite droite. Elle est faite... de façon plus courbée. Donc, la directionnalité adaptative, évidemment, de maintenant, c'est ce qu'on a. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ajustement automatique du système de directionnalité lorsque la source sonore se déplace autour de la personne appareillée. L'effet de conserver la source de bruit dans l'azimut la plus atténuée. Évidemment, si on compare, évidemment, la personne qui porte la prothèse est la personne en rouge, là. Donc, là, on voit quelqu'un qui est attablé, donc on coupe ce qui est derrière. Voyez-vous, ça se rapproche sur le côté, ou lorsqu'on a vraiment une personne qui est devant nous puis il y a du bruit tout le tour. Maintenant, on est beaucoup plus efficace avec les prothèses, mais ça demeure malgré une directionnalité adaptative qui est très performante. Il y a des lacunes dans le système. Là. Entre autres, prenons la personne qui est assise à table dans l'image de gauche. Le problème qu'on va avoir, c'est que, voyez-vous, la personne en face lui parle et la personne à côté parle. La prothèse, le défaut qu'elle a, c'est qu'elle va chercher la parole. La prothèse n'est pas capable de déterminer, bien, je parle avec la personne qui est en face de moi, mais pas avec celle qui est à côté. Fait que là, j'entends mon voisin raconter son histoire, mais ce n'est pas avec lui que je parle, c'est avec la personne qui est en face. Donc, on a certaines problématiques à ce niveau-là. On pourrait le régler peut-être en changeant les modes zoom sur la prothèse, mais on se met à jouer avec notre téléphone cellulaire, avec les applications beaucoup plus. Mais ça diminue beaucoup l'intervention. La directionnalité adaptative, c'est quelque chose qui est
super performant. Mais ça, comme tout, ça a des limites, mais c'est quand même quelque chose qui est, quand c'est arrivé dans les prothèses, où là, le patient n'avait pas à choisir lui-même, mais la prothèse faisait le choix pour lui. C'était quelque chose qui était important. C'est un processus qui choisit en permanence le meilleur diagramme polaire en fonction de l'analyse de la scène sonore et il agit différemment dans chaque bande de fréquence. Il peut ainsi isoler le bruit précisément, ce qui nous permet d'aller chercher le bruit de côté quand je suis en voiture, le bruit en arrière quand je transporte mes enfants, puis qui sont un peu turbulents, puis je dois leur dire, bon, baissez le volume, c'est pas... Puis Jean-Claude donne le jouet à Jean-Pierre parce que c'est pas... Non, mes enfants ne s'appellent pas Jean-Claude et Jean-Pierre. Mais c'est un exemple. Parce que quand on a des jeunes enfants qui sont assis en arrière, ils ont toujours tendance à chicaner. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Patrice? Et est-ce que ce sont les algorithmes qui déterminent la directionnalité adaptative? Oui, tout à fait. Selon le réducteur de bruit, celui qui va augmenter la parole, par exemple, donc on va avoir cette situation-là. C'est la prothèse qui va choisir elle-même. Oui, Dave? En fait, je suis un petit peu embêté parce que j'ai toujours pensé qu'on utiliserait des microphones qui étaient plus omnidirectionnels en général, mais dans le cas où tu es, admettons, en situation où tu as beaucoup de bruit, le microphone directionnel, il est meilleur, c'est ça? Parce que ça fait un signal bruit qui est mieux, dans le fond? Exact, c'est ça. Mais admettons, quand tu es chez toi, là, dans ton environnement, est-ce que tu utilises l'omnidirectionnel ou... En fin de compte, ça se fait de... en fin de compte, ta question est pertinente, c'est que ça se fait de façon automatique à l'intérieur de la prothèse. La prothèse analyse toujours l'environnement sonore dans lequel on se trouve. S'il n'y a pas de bruit, les microphones vont être omnidirectionnels. Moindrement qu'il y a du bruit, ça peut être juste du bruit, et là, ça va être juste le réducteur de bruit qui va arriver pour juste diminuer le bruit, mais il n'y aura pas de parole. Mais par exemple, si quelqu'un se met à parler, puis il est plus proche de toi, ben là, on va peut-être avoir une certaine forme de directionnalité pour se concentrer sur la personne qui nous parle. Puis lorsque cette personne-là va arrêter de parler, ben là, on va revenir en omnidirectionnel. Ça se fait de façon automatique. La prothèse analyse de façon continuelle l'environnement sonore pour choisir le meilleur mode. Est-ce que c'est omni ou c'est directionnel? Puis directionnel de quelle façon? C'est vraiment de cette façon-là que ça se fait, mais c'est automatique. Le patient, à l'époque, quand on a commencé à avoir ce type de prothèse-là, là, autour des années, fin des années 90, là, le patient sélectionnait lui-même automatiquement. Mais maintenant, c'est de façon, le patient le sélectionnait manuellement. Maintenant, c'est de façon automatique. Le patient n'a pas, à moins qu'on ait un patient qui est très actif socialement, que là, on va créer des programmes manuels en surplus des programmes automatiques. Mais d'habitude, on va laisser la prothèse auditive fonctionner. Et s'il y a des difficultés qui demeurent au contrôle post-prothétique, là, on va faire l'ajout. Mais on ne fera pas l'ajout dès le départ. On a des prothèses qui sont suffisamment sophistiquées. Mais pour répondre à ta question, on est en omnidirectionnel à la base. Puis surtout qu'on se retrouve dans une situation où on aurait besoin de directionnalité, la prothèse va enclencher les processus. OK, c'est bon. Merci. Bienvenue. On va juste finir ça avant la pause, avant de passer à titre de... Donc, directionnalité adaptative, on voit le vrai changement de patron polaire en fonction de la localisation du bruit et de la parole. Donc, le bruit est à côté, on va plus avoir ce type de diagramme polaire-là, alors que le bruit derrière, on voit, là, c'est vraiment différent. C'est dans les microphones directionnels, l'extraction des données temporelles, le délai et fréquentiel des micros permet d'identifier la parole et le bruit, donc d'estimer le rapport signal sur bruit, de savoir où se situe la parole et le bruit, la distance entre le patient et son interlocuteur ou le bruit. Puis le système va catégoriser l'environnement. Un peu, c'est la réponse, ta réponse est là, Dave. C'est pas, je suis dans un environnement calme, donc je vais être en omnidirectionnel. Est-ce que j'ai de la parole et du bruit? J'ai du bruit tout seul, j'ai de la musique, puis il va s'adapter en conséquence. Donc, par exemple, avec un omni, si on a une présence de vent, bien évidemment, on va avoir une diminution des hautes fréquences, mais on va être en omni. Si le bruit est arrière ou la voix est en avant, le bruit sur le côté. Donc, on voit, on s'adapte en conséquence. La dynamique des microphones s'est améliorée et on réussit à capter des sons entrant entre 5 et 118 décibels. Donc, on a une gamme dynamique dans les prothèses de 113 décibels, ce qui me permet de mieux entendre les sons de faible intensité, même de très faible intensité, et de ne pas comprimer les sons de forte intensité. Donc, on a une espèce de linéarité. Puis lorsque le son entre dans la prothèse, bien, on n'est pas obligé déjà de le comprimer à l'entrée et même lorsqu'on a des intensités faibles ou des intensités fortes. Donc, ça permet au son de se déployer, de garder toute la gamme sonore d'une façon quand même assez importante.
Ça, je vous dirais, c'est surtout la prothèse Widex qui le fait. Dans l'image, là, on le voit, c'est la source, c'est Widex, qui nous permet un champ dynamique qui est quand même le plus élevé dans la gamme des prothèses. Donc, la question, oui, on va prendre la pause. Et ensuite de ça, on va revenir, puis on va continuer. On va commencer les algorithmes après la pause. Juste avant, Patrice, Hugues voulait qu'on te rappelle qu'on est en examen à 10 heures aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Non, je savais. Hugues me l'avait dit, je vais essayer de vous lâcher à moins quart, là, parce que de toute façon, on ne verra pas tout le cours, puis on va prolonger sur l'autre. Lorsque vous allez voir moins quart, juste à me dire, levez la main, ou Jonathan, si tu me dis, Patrice, il est moins quart, parfois on arrête ça là, puis juste pour vous débrancher, puis vous brancher sur l'autre. C'est bon. Good. Oui, Patrice. On va partir ça, c'est bon. Donc, les algorithmes. C'est un nom masculin. C'est un vieux mot qui vient du latin médiéval, on s'entend que ça fait très, très longtemps. Là. C'est la latinisation du nom d'un mathématicien de langue arabe avec influence du grec arithmos, qui veut dire nombre. C'est comme, algorithme, c'était un nom qui était comme, pas inventé, mais pratiquement. Là. C'est vraiment, il faut penser qu'un algorithme, à la base, oui, c'est ce qui est dans nos prothèses auditives, mais en fin de compte, c'est un calcul qui se fait. Et là, vous allez voir et vous allez entendre des manufacturiers nous parler que ça fait 4 millions, 5 millions, 10 millions, 30 millions, 40 millions, 100 millions d'opérations mathématiques à la seconde. C'est pas de plus en plus. Puis là, à un moment donné, c'était la course au tant de nombre de millions d'opérations mathématiques pour montrer que leur algorithme était pertinent. Il était super performant. En fin de compte, c'est pas tant le nombre d'opérations minutes. Oui, ça augmente parce que les puces à l'intérieur des prothèses sont beaucoup plus performants, mais je vous dirais, c'est beaucoup plus l'interaction entre ces différents algorithmes-là. Donc, entre l'algorithme de bruit de vent, entre l'algorithme de réducteur de bruit, entre l'algorithme d'amélioration de la parole, qui va faire qu'on va avoir un rapport signal-bruit qui est plus performant et que la personne va être plus performante en milieu bruyant avec les prothèses. Mais c'est sûr qu'avec les nouvelles générations de prothèses, on a des choses qui sont quand même super intéressantes. En fin de compte, l'algorithme, c'est un ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit grâce à un langage de programmation en un programme exécutable par un ordinateur. C'est ça un algorithme. C'est relatif. C'est simple. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur. Ce n'est pas ça, mais c'est de définir qu'est-ce que c'est un algorithme. Évidemment, au départ, l'algorithme principal à l'intérieur de la prothèse, c'est l'algorithme qui va classifier les sons. Est-ce que c'est du bruit? Est-ce que c'est de la parole? Est-ce que c'est du vent? Est-ce qu'il n'y a rien? Donc, il y a absence de son. C'est-à-dire que je suis tout seul chez nous, il n'y a pas de son, il n'y a pas rien. Donc, le but de ça, c'est d'optimiser spécifiquement l'environnement. Donc, c'est à mesure de situer le porteur de prothèse dans quel type d'environnement il est pour permettre l'utilisation des différentes spécificités de la prothèse qui va permettre au patient d'être plus efficace. Donc, la classification des sons, ça doit être précis, extrêmement précis. C'est de la parole, c'est du bruit. Dans quelle bande de fréquence il est? Est-ce qu'il vient en avant, en arrière, sur les côtés? Est-ce que j'ai 2 prothèses pour pouvoir m'aider? Donc, est-ce que j'ai des accessoires supplémentaires? Tout ça est calculé en même temps. Donc, évidemment, il doit être précis et c'est en application. C'est une application qui est automatique des fonctions nécessaires. Donc, tous nos algorithmes qu'on a à l'intérieur des prothèses. C'est un processus d'analyse qui varie de simple à complexe. Donc, ça dépend toujours dans quel type d'environnement on est. Donc, c'est l'information des analyses regroupées pour catégoriser les sons qui entrent dans la prothèse. Quand c'est complexe, j'ai du bruit, j'ai du vent, j'ai de la musique, j'ai de la parole. Style 5 à 7, dehors. C'est un mariage, tu sais, c'est un mariage. Il n'est plus, là. Ben, à part des gens à New York là, qui voulaient faire ça à 10 000, je ne connais pas 10 000 personnes qui célébraient mon mariage. Moi, je me suis marié, puis mettons qu'on était peut-être, je ne sais pas, 70, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. 10 000. C'est pas un match de soccer, baptême, c'est un mariage. Je ne sais pas trop, en tout cas. Je trouvais que ça faisait beaucoup de monde. Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà mariés ou qui assistent à un mariage,
je ne sais pas, quand tu dépasses 200-300 personnes, il y a du monde en tabarnouche, 10 000, pensez-y. Hein. Si tu remplis le Colisée de Québec, le nouveau centre Vidéotron pour une game des remparts, hein. Ça fait du monde. Évidemment, ça va dépendre de la fréquence d'analyse, plusieurs fois par seconde. Là, je dis plusieurs fois, c'est plusieurs millions par seconde là, que ça analyse. Ce qui permet d'être... Parce qu'il faut comprendre que, puisqu'on vit dans un environnement bruyant, c'est le principal inconvénient avec les prothèses auditives. Et lorsque j'ai mes oreilles normales, lorsque je suis normo-entendant, ben, je suis capable de déterminer d'où provient le son avec la localisation sonore-spatiale. Je suis capable de me tourner. S'il y a trop de bruit, je suis capable de baisser le bruit. Par exemple, si c'est la télé, la radio, des choses comme ça. Mais sauf que quand je porte des prothèses auditives, je n'ai pas autant de contrôle sur l'environnement sonore dans lequel je me trouve. Donc, les prothèses doivent suppléer cette difficulté-là. Donc, évidemment, les éléments qui sont pris en compte lors de l'analyse, regardez, là, il y en a une flopée. Niveau d'entrée générale, niveau d'entrée par bande, les pics en fréquence, la modulation d'amplitude par canot, donc changement dans l'énergie du signal utile pour détecter la parole. Parce qu'il faut comprendre que la parole, c'est quelque chose qui est impulsionnel. C'est quelque chose qui va varier dans le temps, alors que le bruit a une enveloppe spectrale qui est relativement stable dans le temps. Donc, la prothèse est capable d'analyser ça, de dire, OK, ça, c'est du bruit, j'applique telle modification. Oh non, il y a de la parole à l'intérieur, il faut que je fasse attention, je ne peux pas tout couper, je ne peux pas. Donc, ça a quand même une influence. La comodulation, donc la modulation de deux signaux qui sont très, très proches, réverbération, par exemple. Changement du spectre fréquentiel sur une courte période et la relation fréquentielle avec les pics en fréquence, encore là, utile pour détecter la parole et les sons. Signature temporelle, donc le locuteur et le bruit. L'amplitude relative dans la portion, là, d'estimer le signal, ça nous permet d'estimer le rapport signal sur bruit. L'amplitude relative de la portion du signal considérée comme de la parole et celle qu'on dirait considérée comme du bruit. L'identification des signaux tonals en haute fréquence, donc la rétroaction, le feedback. Et la comparaison des signaux d'entrée, si tu es en monaural ou en binaural. Puis, il y en a encore une panoplie, là, c'est pas. Donc, vous imaginez, c'est petit qu'on parle de millions de fois par seconde, c'est que ça analyse tout ça. Pourquoi? Toujours dans le but de permettre une meilleure compréhension de la parole, peu importe l'environnement dans lequel on se retrouve. C'est quand même important. Donc, différents procédés chez les manufacturiers. Il y a l'approche simplifiée et l'approche complexe. En fin de compte, c'est relativement simple. L'approche simplifiée, c'est que la prothèse auditive classifie les sons de façon globale, c'est-à-dire tout entre à l'intérieur du classificateur de son. Et là, c'est lui qui va prendre la décision de dire, OK, là, il y a du bruit puis de la parole, c'est tel programme qui va fonctionner, donc dans ces programmes automatiques. On va le retrouver, par exemple, chez Signia. Chez Signia, où tu as le programme qu'on appelle universel, puis c'est lui qui gère tout. Donc, tout entre à l'intérieur de la prothèse auditive. On va avoir la même chose chez Widex, par exemple, où là, tout est géré par la prothèse, par le classificateur de son, et là, décide d'activer, c'est comme, ça serait comme quelqu'un qui gère les lumières, par exemple. Là, OK, j'allume tel interrupteur, j'allume tel interrupteur. Il y a du vent, il y a de la parole, il y a du bruit. OK, ah non, là, il n'y en a plus. C'est lui qui va jouer comme au grand chef d'orchestre. Alors que lorsqu'on va avoir une approche qu'on appelle complexe, c'est-à-dire que lorsque le son entre, s'il y a du bruit, c'est tout de suite le programme pour le bruit qui va s'en occuper. Il ne passera pas par l'espèce de chef d'orchestre. C'est comme si on avait un orchestre, puis que là, chacun jouait sa partition comme individuelle. Et à la fin, c'est comme si on avait quelqu'un à la fin qui remixait tout ça et qui faisait que ça avait l'air d'une symphonie. Alors qu'au début, on a le chef d'orchestre qui appelle la trompette, qui appelle la flûte, qui appelle le violon, qui appelle les percussions, qui appelle les cuivres, qui appelle machin, qui appelle... Alors que là, c'est comme si on avait chacun des instruments qui étaient joués individuellement, puis on avait quelqu'un à la fin qui remixe tout ça et ça nous fait la symphonie. On va obtenir le même résultat au bout de la course. Donc, une amélioration de la parole. Oui, Caroline? C'est à ce moment-là, par exemple, qu'il y a un son fort, pouf, la prothèse elle coupe le son immédiatement par elle-même ou c'est pas dans le même aspect? Non, ça va le faire, peu importe le classificateur de son, parce que ça, c'est une situation de protection. Ça, c'est le MPO qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est pas lui, il va toujours être là au début, mais lorsque
le classificateur de son, c'est vraiment on va parler d'environnement sonore, du bruit, de la parole, du vent, de l'écho, de la réverbération, du feedback, par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment, il faut le voir comme ça, il faut le voir dans ce qu'on appelle, il ne faut pas penser que les deux prothèses ne sont pas performantes, ils sont également performantes, c'est juste une façon différente d'analyser le son, tout simplement. Mais on va voir la même performance de la prothèse. Je vous parlais de l'approche simplifiée qu'on va retrouver chez Widex et chez Signia. C'est d'excellentes prothèses. Là. Les Moment 440 ou de la Signia X7, ça fonctionne super bien. Alors que l'approche plus complexifiée, on va la retrouver par exemple chez Phonak. Si on prend par exemple une Paradise 90 où là on a 7 situations d'écoute, la prothèse va déjà, excusez le terme en anglais, dispatcher, diriger vers le bon programme automatiquement selon l'environnement dans lequel le patient va se trouver. Mais à la fin de tout, le patient n'y voit pas ou ne perçoit pas de différence. C'est qu'il va obtenir la même performance de prothèse. C'est juste une approche différente. C'est pas, puis on n'a pas à savoir, ça n'a pas d'importance dans notre sélection de prothèses. Je vais juste vous expliquer le principe, mais vous ne choisirez pas une prothèse en fonction de cette classification des sons-là, parce qu'on trouve majoritairement du temps les mêmes algorithmes, peu importe le manufacturier. Donc, dans la classification moderne des sons, ça nous permet d'identifier certaines signatures acoustiques. Donc, à l'intérieur des prothèses, les manufacturiers vont dire, OK, le vent, ça ressemble à ça. La réverbération, ça ressemble à ça. La parole, ça ressemble à ça. Le feedback, la rétroaction, ça ressemble à ça. Donc, tu as déjà des schémas d'identification qui permettent d'accélérer, malgré que c'est très rapide, là. Donc, qui permet d'avoir une performance. Et c'est là l'enjeu souvent. Quand les manufacturiers vont sortir une nouvelle puce, c'est quel type de schéma sonore ils vont être capables, que leur prothèse va être capable d'analyser pour permettre une meilleure compréhension de la parole, peu importe l'environnement sonore dans lequel le patient se retrouve. Le principe semble simple. Suite à l'analyse, on amplifie la parole, on élimine, on réduit les bruits, mais c'est difficile de départager le bruit de la parole. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Moi, j'ai une voix qui est plutôt fréquence moyenne. Les femmes, d'habitude, ont une fréquence aiguë. Les gars ont une fréquence d'habitude plus basse. Moi, c'est plus médium. Donc, c'est sûr que le bruit, c'est situé principalement en basse fréquence. J'ai quelqu'un qui a une voix qui est plus de baryton, donc tu sais, qui a du coffre, là, qui a une voix en basse fréquence. Bien, comment je fais pour savoir que, oui, j'ai du bruit en basse fréquence, mais j'ai de la parole en basse fréquence? Tu sais, je ne peux pas enlever les basses fréquences, je vais perdre la parole. Je vais perdre des indices sonores. Donc, oui, ça paraît simple au départ. Tu sais, il y a des patients qui nous disent, ben oui, mais enlevez le bruit puis gardez juste la parole. Moi, je leur donne l'exemple. Êtes-vous capable d'enlever, vous, la farine du gâteau cuit, vous? Puis ils te regardent, ah, ben non, ben c'est comme ça. La parole, le son, c'est un gâteau cuit. Puis on essaie, petit morceau par petit morceau, d'enlever certaines choses pour que le gâteau goûte quelque chose qui soit bon, mais qu'on n'en perde pas trop l'essence même. C'est un peu, tu sais, c'est pas comme l'été, pour ceux qui ont des gazons, on enlève les pissenlits à la main, ça va bien, mais le bruit, c'est pas comme ça. Ce serait facile, tu as réussi à extraire le bruit, mais c'est pas comme ça. Donc, dans les années 90, Bergman disait, la faculté humaine permet de se concentrer sur un signal d'intérêt dans un environnement complexe. C'est remarquable. Mais pour imiter cette faculté, donc là, on parle d'un normo-entendant, pour imiter cette faculté, les prothèses auditives devraient lire les pensées du porteur pour déterminer le signal d'intérêt. Je vous donne l'exemple de la table. Là, je suis assis, je ne parle pas avec la personne qui est à côté de moi, je parle avec la personne qui est en face. La prothèse n'est pas capable de savoir ça. Donc, il faut estimer le type de signal à l'entrée puis traduire ces informations acoustiques en rapport signal sur bruit, en niveau d'entrée, en fréquence, en puissance. Puis est-ce que c'est de la parole? Est-ce que c'est de la parole dans le bruit? Est-ce que c'est un environnement calme? Est-ce que c'est un environnement bruyant? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est autre chose? C'est pour compléter la classification, certains manufacturiers vont utiliser des combinaisons de plusieurs analyses acoustiques qui vont permettre, ça nous semble simple. Évidemment, on n'est pas ingénieur, on ne construit pas les prothèses, on ne construit pas les algorithmes, on s'entend, mais sauf que en comprenant ça, c'est que ça nous permet de donner des attentes réalistes à nos patients. Ce que je veux dire, c'est que le patient qui va payer du haut de gamme va avoir des attentes qui sont beaucoup plus élevées qu'un patient qui va payer des prothèses, qui va s'acheter des prothèses d'équivalent RAMQ, par exemple. On n'a pas le même niveau de technologie, mais même si j'ai un niveau de technologie qui est super élevé, je ne leur donne pas des oreilles neuves. Et ça, c'est super important, peu importe les prothèses que le patient va acheter,
dans les attentes qu'on va faire avec lui, c'est je ne vous redonne pas des oreilles neuves. Malgré le fait d'avoir un appareillage optimal, vous allez demeurer avec un résiduel de surdité non compensé. Et tout dépendant de l'ampleur de ce résiduel de surdité non compensé-là, bien, vous allez avoir de la difficulté en environnement bruyant. Et ça, c'est la base même. Là, on n'a pas le choix. Là. Ça a une importance quand même capitale à ce niveau-là. Donc, évidemment, c'est un système de probabilité. Hein. C'est basé sur l'analyse acoustique. Le classificateur calcule la probabilité que le signal d'entrée soit l'équivalent d'un type prédéterminé, mais ça peut changer. Ça rend la classification des sons qui n'est pas absolue. Tu sais, si la prothèse pense que c'est du vent, mais c'est quelqu'un qui commence à parler, mais l'intensité qu'il utilise pour démarrer à parler peut être assimilée à du vent. Fait que là, la prothèse amène l'algorithme de réducteur de bruit de vent. Mais non, c'est pas ça. Oui, ça se fait très, très rapidement, mais ça amène certaines limites. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas parfait. Par exemple, le classificateur définit un signal comme étant de la parole dans du bruit. Bien, 55 de probabilité que le signal soit de la parole dans le bruit, 30 de la probabilité que le signal soit de la musique. Il y a 15 de probabilité que le signal soit du bruit sans parole. Parce que de la musique, il peut y avoir de la parole, il peut y avoir de la musique, mais la musique va être considérée comme de la musique ou comme du bruit. Il n'y a rien de simple. Et oui, je comprends que certaines personnes peuvent trouver que de la musique, ça ressemble à du bruit, du death metal, entre autres, mais on n'est pas là pour discuter des goûts musicaux et c'est un style musical qui est tout à fait recevable. Ce n'est pas un problème. Donc, à travers ça, tu as l'algorithme de décision. Donc, c'est un algorithme spécifique des manufacturiers qui enclenche des algorithmes spécifiques. Donc, celui du vent, celui de la parole, celui du bruit, celui du feedback, celui de plusieurs fonctionnalités. Puis, cette fonction-là, c'est les fonctions nécessaires basées sur les données du système de classification. Mais tout ça, c'est ensemble. C'est pas, ça se passe tout dans la même microseconde. Là, ça se passe tout dans la milliseconde là, quand le son entre dans la prothèse. Donc, afin de s'assurer du bon fonctionnement d'un tel système, il y a 4 éléments primordiaux. Le signal d'entrée doit être bien classé. C'est du bruit, c'est de la parole, c'est de la musique, je suis dans le vent, je suis réverbérant, il y a de l'écho, je suis dans une voiture, il y a du bruit intense. Donc, qu'est-ce que je fais? Les algorithmes, les fonctions appropriées sont activées via l'algorithme de décision qui est précis et qui est juste. Ah, c'est du vent. Ah, c'est du bruit intense. Ah, c'est de la circulation. Ah, il y a de la parole. Les algorithmes sélectionnés produisent l'effet désiré, donc on optimise la parole. S'il n'y a pas de parole, on va optimiser le confort. Donc, on va diminuer le bruit pour qu'on soit plus, que ça soit moins dérangeant. Les algorithmes sélectionnés ne produisent pas d'artefacts, donc ils n'interagissent pas négativement avec les autres algorithmes, donc ils n'ont pas d'effet négatif sur le reste du signal. Donc, au moment où j'ai besoin de l'algorithme, il ne viendra pas réduire l'effet de l'autre algorithme. Ils fonctionnent ensemble, mais ils ne se nuisent pas entre eux. Donc, un bon classificateur de son est primordial, puis il ne faut pas négliger la pertinence d'algorithmes de décision efficaces et précis. Sauf que ça, ce n'est pas nous qui le décidons. Le classificateur de son puis l'algorithme de décision, il vient ensemble. Mais ça, c'est l'expérience qui finit par nous dire que, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Une perte que j'appellerais en RITA. Donc, avec un dôme et j'ai des basses fréquences normales, je sais que je n'utiliserai pas de Widex. Il y a trop de bruit de fond qui est perçu par le patient parce qu'il y a une audition normale. La prothèse génère trop de bruit de fond. Le bruit d'entrée équivalent est un peu trop élevé. Mais elle est bâtie comme ça, la prothèse. Donc, je vais utiliser un autre type de prothèse. Donc, on n'a pas... Ça, c'est la façon que la prothèse est bâtie. Donc, dans certains cas, je vais utiliser tel type de prothèse parce que mes algorithmes sont plus efficaces. Mais ça, c'est pas... À la base, tous les manufacturiers vont vous dire ma prothèse elle est parfaite pour tous les cas, mais ce n'est pas vrai. Donc, l'efficacité des systèmes semble variable d'un manufacturier à l'autre, et c'est vrai. Par exemple, une conversation avec un faible rapport signal sur bruit dans un environnement sonore très complexe il a été classé différemment par différents manufacturiers. Ça va être du bruit, de la parole dans le bruit, de la musique. Donc, la réponse n'est pas la même. La performance du patient elle est moins évidente dans des environnements complexes, alors que dans des environnements simples, où c'est une parole dans le bruit,
parole dans le calme, parole dans un environnement légèrement bruyant ou quand il y a juste du bruit. Donc, quand il n'y a qu'une seule source précise, toutes les prothèses fonctionnent bien. Mais on ne vit pas dans un environnement calme. On vit dans un environnement on vit dans des environnements qui sont complexes. Ce qui fait que l'efficacité des prothèses va y être pour quelque chose d'une façon. Et c'est pour ça qu'on suit beaucoup de formations au fur et à mesure que les prothèses sortent, parce que ça nous permet de nous faire une tête sur la performance des prothèses. Et c'est pour ça qu'on va ajuster les prothèses des différents manufacturiers, parce qu'un manufacturier ne répondra pas aux besoins de tout le monde. Donc, ça a quand même une importance dans notre sélection de prothèses. C'est pas vrai que 85-90% des prothèses auditives d'un manufacturier, non, je reprends. C'est pas vrai que je fais 85 à 90% de mes appareillages avec le même manufacturier, que je réponds à tous les besoins de façon efficace. C'est faux. C'est pas vrai. Je veux dire, oui, majoritairement du temps, je vais utiliser un manufacturier parce que j'ai de l'aisance avec le logiciel, je suis capable de répondre aux questions du patient, je connais le logiciel à fond, je connais tous les petits trucs que le logiciel fait, mais je me dois de travailler avec plus d'un manufacturier. Quelqu'un qui me dit « je travaille avec les 8 manufacturiers puis je suis performant avec les 8 manufacturiers », ça aussi, c'est faux. C'est pas vrai. Il faut que tu fasses un volume d'appareillage avec des prothèses auditives pour que tu sois à l'aise avec le fabricant. Et étant donné que le logiciel change et que les prothèses changent régulièrement, le volume ne sera pas suffisant. On travaille à peu près 200 jours dans une année. 200, mettons, il y en a qui travaillent 225 jours dans une année. Il y a 104 jours qu'on ne travaille pas sur les 365, c'est les fins de semaine, à moins que quelqu'un soit ouvert samedi et dimanche. Puis là-dessus, on travaille 8 heures, 9 heures par jour. C'est pas calculer le nombre d'appareillages qu'on peut faire dans une année. Il faut que tu livres les prothèses, il faut que tu les répares. Tu ne peux pas faire 3000 appareillages dans une année là, pour un audioprothésiste, c'est impossible. Fait que c'est pas, tu vas travailler majoritairement du temps avec peut-être 4-5 manufacturiers, prioritairement avec 3 où tu es très, très à l'aise. Les 2 autres où tu les connais bien. Tu vas les connaître tous, mais c'est pas, pour développer l'habilité, c'est important. Mais ça, vous allez voir, là, c'est pas, je suis en train de vous dire comment faire vos choses. Là. Toutefois, il n'est pas surprenant d'observer des variances de performance dans l'efficacité des classificateurs en environnement complexe dû à la multitude d'indices acoustiques présents. Écoutez, prenez une marche sur une rue qui a beaucoup de trafic. Il y a du bruit, des voitures bruyantes, il y a des motos. C'est assez... Le pire des exemples, c'est au congrès, lorsqu'on en a un de façon normale, puis vous allez au kiosque des manufacturiers. Le bruit qu'il y a là, c'est horrible. Ou à la pause, quand on est dans l'espèce d'espace café, c'est l'enfer. Ou au souper du congrès, quand ils mettent de la musique qui est trop forte. Moi, je n'ai jamais compris, on travaille dans l'audition, la musique est trop forte. Je me fais peut-être trop vieux, remarquez bien, c'est peut-être juste ça qui est le problème. C'est pas, je suis moins tolérant. En vieillissant, je suis moins tolérant, je vous dirais. C'est pas... Donc, ce n'est pas les systèmes qui sont récemment développés nous offrent des prothèses auditives qui sont magnifiquement performantes. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des patients qui étaient appareillés avec des Phonak M, Marvel. On les appareillait avec des Phonak Paradise, la nouvelle génération. Ils ont trouvé un monde de différence. Donc, on est vraiment passé à un step énorme. Les Moment 440, c'est la même chose. La nouvelle Livio Edge chez Starkey, super performante. La Discovery Next, j'adore José puis Barry-Soleil chez Unitron, mais malheureusement, c'est la puce c'est le petit frère de Phonak, fait qu'ils n'ont pas la même puce à l'intérieur. Les Discovery Next, c'est des bonnes prothèses, mais c'est l'équivalent des B là, chez Phonak, là, des bilangues, fait qu'on est un petit peu en arrière. Chez Oticon, on a hâte qu'ils sortent leur dernière version. Ils devraient sortir un nouveau portfolio parce qu'ils sont un petit peu en retard. Fait que on a quand même des prothèses qui sont hyper performantes. On ne retrouve pas une audition normale avec les prothèses, mais c'est quand même très performant. Donc, c'est l'efficacité en environnement complexe. Je vous donne un exemple. Un patient prend des marches tous les matins et depuis qu'il a ses prothèses, il se sent en sécurité plus que jamais quand il arrive à entendre clairement le trafic dans la rue. Le vent fut identifié correctement, le gestionnaire de bruit de vent a été activé, donc le patient se sent plus en sécurité. Un autre cas, Monica, ça peut être n'importe quel prénom, adore faire des road trips avec ses amis. Ariane n'est pas là. Mon Dieu Seigneur. Depuis peu, ces dernières se plaignent que Monica ne comprenait pas lorsqu'elle conduisait que les filles parlaient en arrière. Une visite chez l'audioprothésiste s'imposa. En route vers Boston,
tout communiquait aisément à l'intérieur de la voiture, même si Monica était au volant. Pourquoi? On a fait un programme de directivité adapté à la situation et la directivité adaptative, donc l'ajustement adéquat du patron polaire. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'organisait. Il allait à Fenway Park pour voir les Red Sox, les profils en passant. Donc, le baseball finit bientôt. Dans cette situation-là, on s'est organisé pour avoir quoi? Pour avoir une directionnalité qui était adaptative, mais qui allait vers l'arrière. Donc, avec l'application, que la personne pouvait aller chercher, d'ajuster les microphones et d'aller chercher derrière le son. Donc, il nous donnait une meilleure performance. C'est là qu'on est. Les prothèses nous permettent de faire ça. Là, ensuite, on va voir, il nous reste 15 minutes. Là, on voit les algorithmes, mais de façon. Là, on a vu le classificateur de son. Ce qu'il faut comprendre à l'intérieur de ça, c'est que notre classificateur de son, c'est celui qui dirige le trafic. Prenons ça comme ça. Ou notre chef d'orchestre au début. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que notre classificateur de son en milieu simple, il est super performant, peu importe la manufacture, même sur les anciennes générations de prothèses et même sur des prothèses analogiques. Ça allait bien, il n'y avait que de la parole. Puis il était devant, il n'y avait pas de bruit. Ça allait bien. Mais surtout qu'il y avait du bruit, ça devenait plus complexe. Nos prothèses numériques nous permettent d'avoir des classificateurs qui sont, un, beaucoup plus performants et deux, qui vont être capables d'interagir dans des environnements complexes d'une façon beaucoup plus évoluée. Évidemment, je vous parlais au début que le gestionnaire de... le classificateur de son, le classificateur de son, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer les algorithmes, donc les différents gestionnaires qu'il y a à l'intérieur de la prothèse. Donc, il va être capable de dire, OK, j'ai un environnement qui est complexe. Qu'est-ce que j'ai dans cet environnement-là? Mais qu'est-ce que j'ai besoin? C'est comme un peu le chef à la cuisine, il reçoit une commande, puis il dit, OK, là, j'ai besoin qu'on parte le bœuf, j'ai besoin de la sauce, j'ai besoin des pommes de terre, j'ai besoin des légumes, j'ai besoin de ci, puis lui finit par faire l'assemblage. C'est ça le classificateur de son. C'est qu'il reçoit une commande, c'est un chef, il reçoit la commande, et là, il va... selon les ingrédients qu'il a besoin, il va aller les chercher. Ce qu'on a dans la prothèse, et ces ingrédients-là sont des algorithmes. Un des algorithmes est le gestionnaire de bruit. Donc, au départ, le gestionnaire de bruit, ce qu'il faisait, c'est que c'était de diminuer les basses fréquences. Le bruit est généralement situé en basse fréquence. Donc, le but, c'est d'empêcher le masquage des hautes par les basses. Donc, le bruit vient masquer la parole. Ça augmentait la compréhension de la parole dans le bruit, mais ce n'était pas super efficace. Comme je vous disais tantôt, c'est que le gestionnaire de bruit, il est efficace. Mais c'est qu'au départ, lorsqu'on avait uniquement une diminution des basses, ce n'était pas super efficace parce que quelqu'un qui a une voix en basse fréquence, sa voix était coupée en milieu bruyant. Fait que là, tu n'avais que les indices haute fréquence. C'était pas... Donc, le but général, c'est réduire les sons identifiés comme étant du bruit ou de la distorsion. Donc, c'est ça le but général. Donc, le gestionnaire de bruit, avec le gain, on réduit le bruit stable lorsqu'il est dominant dans un des canaux. Donc, possibilité de présence de la parole ou de musique très faible. Il faut faire attention aussi. Donc, dans le gestionnaire de bruit, notre enveloppe, si je vous parlais du bruit tantôt, qu'il y avait une enveloppe qui était stable, bien ça, on peut le réduire, mais encore là, il faut faire attention de ne pas le réduire trop parce qu'on va perdre des indices sonores. Et souvent, lorsqu'on a de la parole ou de la musique de faible intensité, bien ça, ce n'est pas identifié. Et ce que ça fait, c'est que ça réduit trop le gain de la prothèse et là, on perd beaucoup. Le critère d'activation, quand le gestionnaire de bruit via le gain, bien, c'est que le signal de retour doit être supérieur à 70 décibels. Puis il faut que le rapport signal du bruit soit estimé en bas de 0 décibels, donc qu'il soit négatif. Donc, le bruit est plus fort que la parole. Donc, qu'il ne soit pas à 0. 0, le bruit et la parole sont égales. Et si j'étais à moins 1, ça veut dire que la parole est moins forte de 1 décibel par rapport au bruit. Donc, il faut que j'ai ça. Et ce que ça fait, c'est que ça diminue notre gain de façon plus générale, mais ça diminue notre bruit, où on se retrouve un peu plus efficacement. Évidemment, le gestionnaire de bruit, c'est vraiment, on a un temps d'attaque en 3 étapes et un temps de relâche en 2 étapes. Le temps d'attaque, on ne parle pas de la compression, d'accord? On parle de l'activation du gestionnaire de bruit. Donc, il prend le temps d'identifier le bruit comme étant un signal dominant dans un canal, donc le bruit. Le temps entre l'identification et la réduction, et le temps entre le début de la réduction du gain jusqu'à l'atteinte de la réduction maximale. Donc, le gestionnaire de bruit va s'adapter en conséquence. Évidemment, je vous en parle, puis ça m'a pris 15 secondes, ça ne prend pas 15 secondes, c'est des millisecondes que ça prend. Donc, l'introduction d'un signal d'intérêt dominant, bien là, il va y avoir un temps, ce qu'on appelle un temps de relâche, un temps de recouvrement.
le temps d'identifier le signal d'intérêt comme dominant, donc de la parole, puis le temps nécessaire pour recouvrir l'amplification. Je donne un exemple. Vous êtes dans une pièce, vous êtes en train de lire et l'air climatisé fonctionne. Donc, vous avez un air climatisé dans une fenêtre ou un ventilateur est à côté de vous. Et là, il y a du bruit. Donc là, la prothèse, pour rendre le son confortable, la prothèse va prendre le temps en 3 étapes d'analyser. Puis là, quelqu'un entre dans la pièce et vous parle. Donc là, le signal d'intérêt qui est de la parole, la prothèse en 2 étapes doit prendre le temps de l'analyser, de recouvrir. Ça se fait en une fraction de seconde, mais il y a quand même un petit délai. Fait que souvent, surtout si on est concentré, c'est encore pire, notre cerveau n'est pas prêt à recevoir l'info que quelqu'un nous parle. Donc ça aussi, ça a une influence. Donc le temps d'attaque et de relâche, donc le temps d'analyse pour diminuer le bruit et le temps de recouvrement. Parce qu'il faut faire attention, là, le temps d'attaque et de relâche, ce n'est pas par rapport à la compression, toujours, c'est par rapport au gestionnaire de bruit. Il doit être aussi court que possible pour éviter la perte d'information d'un signal d'intérêt, comme je vous disais tout à l'heure. Les études prouvent une variation importante de 2 facteurs chez les manufacturiers. Un, la rapidité. Donc, ça peut être de quelques secondes jusqu'à 20 secondes. Maintenant, c'est beaucoup moins, mais dans les premiers gestionnaires de bruit, à 20 secondes, vous imaginez 20 secondes? Moi, je trouve le micro-ondes long. Vous imaginez-vous 20 secondes? C'est une éternité. Et le changement du gain, on peut avoir des différences au niveau, ça peut être de 6 à 20 décibels au niveau de la réduction du bruit, ce qui est énorme. Donc, dans la méthode traditionnelle, c'est souvent utilisé de pair avec le gestionnaire de bruit par le gain. Ça réduit le bruit dans un signal combiné de parole et de bruit, même entre les segments de la parole. Donc, ça applique un filtre, une soustraction spectrale, puis on vient recombiner les 2 types de le bruit et la parole. Et pour c'est comme... On a commencé avec ça dans le gestionnaire de bruit, puis on s'est trouvé, oui, c'était pas pire, mais c'est pas... Tu sais, de la galette, c'est pas pire, mais du pain, c'est meilleur. C'était pas la... Ensuite de ça, on a eu introduction d'un filtre par M. Wiener, qui a été développé dans les années 40. C'est qu'au départ, c'est qu'on réduisait le bruit dans les prothèses de télécommunication, dans les appareils de télécommunication, avant de l'introduire dans les prothèses auditives. Mais l'estimation était constante. Le signal d'intérêt, c'était de la parole, puis on avait le bruit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était évalué séparément. Plus le rapport signal sous bruit diminuait, plus le gain était réduit. Donc, on avait une courbe le plus similaire possible au signal d'intérêt de départ. Le bruit était réduit le plus possible sur l'ensemble du spectre fréquentiel sans retirer l'information relative à la parole. Ce que ça faisait, c'est que là, on avait vraiment quelque chose qui était... On avait la parole puis on avait le bruit, même s'ils sont mélangés ensemble. C'est comme si on était capable de retirer la farine du gâteau cuit. Donc là, on était capable de diminuer vraiment le bruit d'une façon plus importante en gardant la parole sans diminuer trop l'importance. Donc là, on avait quelque chose qui était beaucoup plus performant. Donc, on a eu par la suite l'ajout de la soustraction spectrale. Ce qu'on faisait, c'est qu'on était capable d'analyser de façon spectrale, fréquentielle, le bruit et la parole. Donc, on assume que le spectre du signal d'intérêt et celui du bruit sont différents, ce qui est le cas. Lorsqu'on fait une analyse spectrale du bruit, c'est une enveloppe qui est constante dans le temps, alors que si on fait l'analyse spectrale de la parole, c'est quelque chose, comme je disais, qui est impulsionnel. Oui, ils sont superposés, mais on sait que les deux ont un spectre différent. Donc, ça nous permet de prendre le spectre de la parole, le spectre total, on soustrait les deux et ça nous donne le spectre du bruit et on fait le retrait du spectre du bruit qui est estimé. Donc là, on vient comme nettoyer le signal, si on veut. On vient nettoyer la fenêtre un peu plus pour que ça soit plus clair. Donc, ce n'était pas très long, 3 à 8 millisecondes. Puis donc, le but de ce procédé, de réduire le bruit qui est présent dans nos causes intervalles dans lesquelles aucune parole n'était détectée ou à faible niveau. Donc, ça nous permettait, ça s'ajoute, c'est le raffinement de nos gestionnaires de bruit, donc beaucoup plus efficace. Là, évidemment, au niveau spatial, donc, on estime le signal d'intérêt toujours et le bruit. Et là, en utilisant la technologie des microphones directionnels, donc, le signal d'intérêt, il est toujours le plus fort. Il est-tu en avant, il est-tu en arrière? Est-ce qu'il vient de gauche ou est-ce qu'il vient de droite avec notre communication interorale? Puis, signal d'intérêt, si le signal d'intérêt faible est à l'avant, on utilise pour estimer le niveau de bruit. C'est qu'il faut comprendre que depuis les années, je dirais fin des années 40, le gestionnaire de bruit à l'intérieur des prothèses auditives a évolué, mais a toujours gardé
les bienfaits des anciennes technologies qui ont été greffées aux technologies qui venaient qui évoluaient et qu'on plaçait à l'intérieur des prothèses auditives. Donc, le gestionnaire de bruit, c'est beaucoup plus quelque chose qui est proche de nous parce que le gestionnaire de bruit avec spatial, donc l'analyse de l'environnement, la technologie des microphones directionnels, la communication interorale entre les deux prothèses auditives, mais on garde toujours ce que les filtres nous donnaient à la fin des années 40 et ce qu'on était capable de faire avec la soustraction spectrale. Tu n'enlèves pas nécessairement ce qui est mauvais, ce qui avait été fait avant. Donc, le gestionnaire de bruit spatial, ça permet d'utiliser une réduction du bruit plus agressive sans réduire le signal d'intérêt provenant de l'avant. Ce procédé permet de réduire le bruit aux fréquences où la parole n'est pas dominante, donc atténuer sélectivement le bruit dans les segments sans parole. Donc, et d'éviter l'effet de masquage du bruit sur la parole, donc des basses fréquences sur les hautes fréquences. Évidemment, dans le gestionnaire de bruit, on a les sons transitoires. Donc, il faut être en mesure de les identifier correctement et d'en réduire le gain. Donc, le temps que ça prend pour activer ce gestionnaire de bruit-là est moins de 1 milliseconde. L'élément pouvant perturber le temps d'attaque, c'est la réverbération répétée pour des bruits transitoires à distance. Donc, on se retrouve dans un environnement qui est très réverbérant. Donc, la prothèse va avoir tendance à analyser le même signal plusieurs fois. Donc, ça devient un peu perturbant. Et le bruit de fond qui s'approche des pics des bruits transitoires. Si on a un bruit de fond qui est élevé dans la pièce, donc ça va être un petit peu plus long avant que la prothèse devienne performante. Donc, plus performant dans des situations d'écoute spécifiques, l'avantage, ça améliore énormément la qualité sonore, ça diminue l'inconfort au son fort, et ça améliore la détection de la parole. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, quand on parle du gestionnaire de bruit des sons transitoires, c'est que on voit ici le résultat avec, en haut, mais on voit le résultat, on voit quand ça entre à l'intérieur, puis on voit les bruits transitoires là, qui pourraient être, je ne sais pas, une porte qui claque, par exemple. Quelque chose de forte intensité, mais qui est d'un impact rapide. Un bruit d'impact rapide, par exemple, il est très, si on voit sur l'image du bas, qui est présent, mais de façon très, très précise et très peu élaborée dans le temps. Donc, en le réduisant, on vient beaucoup créer, on vient diminuer énormément l'inconfort qui pourrait y être. Évidemment, la réverbération, ça, c'est un problème. Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont profs d'éducation physique dans les gymnases. Y a-t-il un endroit qui est plus réverbérant que ça? Oui, Caroline? Il faudrait qu'on y aille. Oui, ben moi, j'ai 44. Ah, OK. Ce sera pas long. Je finis celui-là, puis je vous laisse passer, je vous laisse partir. Donc, la réverbération, comme je disais, j'ai un ami qui est prof d'éducation physique dans un gymnase. On s'entend que c'est très réverbérant. L'inconvénient de la réverbération, c'est que ça diminue significativement la détection de la parole. Ça diminue la qualité sonore, ça diminue le confort d'écoute et l'effet de masse qu'on a avec la réverbération. Donc, le procédé, c'est qu'il faut détecter la réverbération puis en diminuer le gain. C'est très efficace en prévention de réverbération qui perdure dans le temps, mais encore là, il faut avoir des attentes réalistes par rapport à ça. C'est de la réverbération, mais si elle est transitoire, la réverbération, on va être moins efficace. Il faut vraiment être... Mais je vous dirais que c'est quand même très efficace. On a les bruits transitoires, on a le bruit en général. C'est pas le bruit, il faut être capable de le catégoriser en c'est quoi? C'est du bruit transitoire? Est-ce que c'est un bruit d'impact rapide? Est-ce que c'est le bruit du vent? Est-ce que c'est du bruit de façon générale? Et la prothèse va être capable de l'analyser. Et on a la réverbération. Donc, c'est le gestionnaire, puis de plus en plus, les prothèses sont efficaces. Je vous souhaite un bon examen. Amusez-vous. On ne s'amuse jamais dans l'examen, de toute façon. Puis nous autres, on se voit mardi prochain. Si vous me demandez de me connecter lundi prochain, ça ne marchera pas. C'est mardi, la conférence, j'ai noté dans l'agenda, mardi prochain, 8 h, puis on va continuer ce cours-là. C'est bon? C'est un plaisir. Merci, salut tout le monde. Bonne journée à tous. Yes, je vais une petite question. Yes. Quand tu as parlé tantôt de temps d'attaque et de temps de relâche, est-ce que c'est la même chose que l'effet de pompage ou je suis mêlée dans le pompage, que ça, c'est dans la compression? Oui. OK, c'est bon.
C'est ça, mais on en a l'effet de pompage, on en a de moins en moins parce que les réducteurs de... Oui, puis non. Oui, ça peut être lié à l'effet de pompage, mais ça n'existe plus maintenant. L'effet de pompage était surtout lié, oui, à la compression, je te l'explique dans 2 secondes, mais c'était surtout lié au changement des environnements sonores. Combien de temps la prothèse prenait pour changer d'environnement? Fait que oui, c'était... Il y a des patients qui venaient, puis là, ils me disaient... quand il y a du bruit, là, il manquait comme les débuts de conversation. Des fois, il perdait les S, il perdait. Ça coupait comme soit trop vite. Puis là, il y en a qui s'en rendaient compte et qui n'aimaient pas ça. Là. Ça, c'était beaucoup chez Unitron. C'était le gestionnaire de transition qu'on appelle. Le gestionnaire qui fait transiter d'un programme à l'autre. Il fallait réduire. Oui, ça arrivait, mais moi, ça arrivait beaucoup chez Unitron. Unitron, c'était horrible. OK. Unitron, on en faisait moins, mais il me semble que si j'ai un souvenir, écoute, c'était dans mes débuts, là, je pense que c'était plus chez les Smart, même pas les S, là, les Smart 3, là, que je m'en souviens parce que chaque fois qu'ils me disaient ça, j'étais là, je vais avoir besoin d'un audioprothésiste. Mais je te dirais que si vous avez fait du Unitron, c'était encore pire chez Unitron. Nous autres, on a fait les Audio Core, là, pas les Spice, là, les Core. Nous autres, on en a fait là, parce que c'était moins pire chez les Audio Smart. La génération Core, on s'entend, donc c'était pas tout à fait ça. Ouais, merci beaucoup. Allez, bon examen. Salut. Bye.